Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ce concept dont je vous ai parlé la dernière fois. Nous démarrons enfin cette série sur les analyses filmiques et la première vidéo c'est bien sûr celle-ci. Alors bienvenue dans la première vidéo d'analyse filmique de la chaîne Un Petit Être Créateur. Alors j'espère que cette petite intro n'était pas trop mal et que je vais m'améliorer avec le temps comme je vous l'ai promis la dernière fois. On va commencer avec un top et pas des moindres, le top des drames romances. Donc en gros les films romantiques dramatiques qui généralement se finissent mal. Bien sûr je vais vous parler de mon barème et surtout des caractères qui rentrent dans cette catégorie. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je suis fan de comédies romantiques, j'en regarde énormément. Alors comédie romantique ou film romantique, car évidemment c'est très différent. Là on ne va pas parler de comédie romantique mais plutôt de drames romantiques, donc qui finissent mal comme je vous l'ai dit. Donc c'est un domaine que j'apprécie énormément et surtout dans lequel j'ai donc du coup pas mal d'expérience et que je connais pas mal de films. Donc c'est pour ça qu'on commence très fort parce que ça a été extrêmement dur de se décider pour choisir ce top. Donc top 6 des drames romantiques. Je vous propose donc de prendre un petit truc à boire, pour ma part j'ai un thé, et un petit truc à manger ou juste un truc à boire ou juste un truc à manger ou les deux, c'est comme vous le voulez, parce qu'on va passer une petite demi-heure ensemble à décortiquer les films, donc les drames romantiques, et je suis sûre que vous allez passer un très bon moment. Alors c'est parti. Tout d'abord, donc du coup comme je vous disais, il faut quand même définir qu'est-ce que c'est qu'un drame romantique. Alors je me suis surtout appuyée sur ma vision à moi parce que bon voilà, les définitions, ça va être difficile de trouver une vraie définition qui va correspondre à tous les films que j'ai sélectionnés dans mon top. Donc pour moi, un drame romantique, c'est donc du coup une histoire d'amour entre un homme ou une femme, ou bien une femme et une femme, ou un homme et un homme. Et donc du coup, une histoire d'amour qui va forcément finir mal, donc soit par une séparation brutale contre la volonté d'un des deux personnages, c'est-à-dire qu'il va y avoir une souffrance, un peu comme la tragédie en fait. Soit il va y avoir une mort soudaine, soit il va y avoir un événement qui va en tout cas séparer les deux amoureux contre leur gré. Il faut vraiment dans ces films là que l'histoire d'amour on suive en tout cas une histoire d'amour tout le long du film et que ça ne soit pas un élément secondaire mais que ça soit vraiment le centre du film, c'est vraiment cette histoire d'amour et tous les éléments qui vont arriver dans le film, les éléments perturbateurs etc. vont être au service de cette histoire d'amour. Et donc du coup que y a une série d'événements qui soient donc dramatiques pour le couple et donc une série voilà d'éléments qui vont venir perturber cet amour et créer des souffrances. Ensuite, je suis en train de manger. J'ai mis aussi dans cette catégorie tout un tas de barèmes qui vont justifier que je mis ces 6 films dans donc du coup mon top 6. Alors la plupart de ces barèmes vont être vraiment basés sur le film en général, donc la réalisation, le jeu des acteurs, mais également énormément en fait sur la façon dont moi ça m'a bouleversée. Et la crédibilité, c'est-à-dire qu'un film d'amour, il faut qu'on y croie, il faut qu'on croie à cette histoire d'amour, il faut pas que ça soit une histoire d'amour ou en tout cas la naissance d'un sentiment amoureux qui sorte de nulle part. C'est-à-dire j'ai vraiment mis un énorme point sur le jeu des acteurs parce que du coup moi qui suis dans une formation théâtrale, je trouve que bizarrement, l'un des sentiments les plus difficiles à faire ressortir pour un acteur, c'est justement le sentiment amoureux quand la personne avec qui tu dois jouer ce sentiment-là, tu ne l'aimes pas dans la vraie vie. Parce que le sentiment amoureux, c'est quelque chose d'hyper intime, c'est quelque chose d'hyper personnel. Surtout que voilà, en tant qu'acteur, on a forcément des éléments dans notre vie personnelle. On a sûrement peut-être déjà amoureux de quelqu'un, peut-être été déjà amoureux de quelqu'un. Donc c'est des choses qui sont extrêmement intimes et réussir à faire sortir ça pour une personne extérieure, ce sont des choses qui peuvent présenter de gros blocages chez certains acteurs, même les meilleurs. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai vraiment mis un point d'honneur sur le jeu des acteurs qui soit vraiment bouleversant, c'est-à-dire
que un jeu d'acteur et la naissance d'un sentiment amoureux qui nous transporte complètement. Ensuite, j'ai mis aussi beaucoup d'importance sur l'esthétique, parce que je trouve que justement les films d'amour ont une certaine esthétique, surtout les films que je vais décrire ici, vous verrez que voilà, ils ont tous une esthétique très particulière, et donc du coup j'ai mis aussi beaucoup d'importance sur l'esthétique aussi parce que moi personnellement c'est un élément, un caractère que je trouve hyper important dans le cinéma, en plus de l'histoire, c'est vraiment l'esthétique. En précisant que bien sûr c'est un top qui m'est complètement personnel, pas un top qui est universel parce que bien sûr chacun a son niveau de sensibilité par rapport à des films et surtout en particulier les films d'amour, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre du recul en se disant si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire parce que je serais hyper justement intéressée de discuter avec vous, de savoir pourquoi est-ce que vous avez été moins sensible à ce film là et pourquoi moi j'ai été le plus sensible. Alors, pour commencer, dans la 6ème place, je mets La vie d'Adèle. Alors, pour cette place-là, j'ai énormément hésité. Mais pas forcément avec un film qui est plus haut placé dans le classement, mais plutôt avec un film que j'hésitais à mettre dans le classement et qui titillait vraiment ce film-là, qui est Le secret de Brokeback Mountain. C'est un film qui est sorti en 2005, qui a été réalisé par Ang Lee et qui est en fait adapté du roman Brokeback Mountain de Annie Proulx. Brokeback Mountain, c'est donc l'histoire de deux hommes, Ennis et Jack, qui partent dans la montagne de Brokeback Mountain. Ils doivent, donc on est en 1963, et ils doivent pour tout l'été garder un troupeau de moutons. Et donc du coup ils sont engagés là-bas. Bien sûr, arrivés là-haut, ils n'auront aucun contact avec l'extérieur, et notamment leurs fiancées respectives, et va se lier entre eux une attirance physique et des sentiments. Et donc du coup on suit leurs aventures en haut, et ensuite ils sont contraints de se séparer et ils se retrouvent 4 ans plus tard, et il suffit d'un regard bien sûr pour raviver leur flamme. Alors je ne vais pas vous spoiler parce que je ne pense pas que beaucoup de monde connaisse ce film, mais vous verrez en regardant le film pourquoi il est classé dans la catégorie des drames romantiques. Donc c'est un magnifique film, très touchant, très bouleversant, où les acteurs sont géniaux, et donc du coup j'ai hésité à le mettre dans cette liste pour cette raison là, parce que c'est un film que j'ai vu il y a un petit moment déjà mais qui m'a vraiment bouleversée. Mais il s'est vraiment titillé avec, comme je vous ai dit, La vie d'Adèle, et après beaucoup d'hésitation, je pense que j'ai préféré en tout cas garder dans mon top La vie d'Adèle, parce que je l'ai vu en fait plus récemment, et que je trouve que dans La vie d'Adèle, il y a donc du coup une analyse filmique un peu plus poussée qui est possible d'être faite. Qui n'est pas forcément possible donc du coup dans Le secret de Brokeback Mountain que j'ai vu donc il y a un petit moment, et surtout par rapport justement à, on va dire, l'expérience personnelle, parce que je me suis aussi basée énormément là-dessus pour faire donc mon classement. Niveau expérience personnelle, j'ai passé un meilleur moment devant La vie d'Adèle que devant le secret de Brokeback Mountain, mais ça reste un excellent film, extrêmement touchant. C'est justement la souffrance de l'amour, c'est un film en fait donc du coup homosexuel comme vous l'avez compris, et c'est justement très intéressant la manière dont c'est amené donc du coup l'homosexualité dans les années 60, surtout dans une toute petite province américaine. Je sais plus si ça se passe en Amérique ou en Australie. Donc du coup c'est dans une toute petite province où évidemment les esprits sont extrêmement fermés sur ces sujets-là. Il y a toute une procédure justement de développement de l'attirance physique et de la naissance de l'état amoureux lorsqu'ils sont en haut de cette montagne qui est hyper intéressante. Justement le refus aussi qu'ils ont chacun face à leurs sentiments, et comment ils se laissent complètement parfois transportés par leur pulsion. Les deux acteurs qui sont Jack Gyllenhaal et Heath Ledger, que vous devez forcément connaître, sont excellents dans leur rôle. Ce sont déjà de base de très très bons acteurs qui ont une complicité à l'écran vraiment touchante, donc je vous le conseille très vivement. Mais
pour se reconcentrer sur ce top et éviter de m'écarter, je vais me reconcentrer donc du coup sur le film qui est en 6ème place de ce classement, qui est La vie d'Adèle. Donc La vie d'Adèle, sorti en 2013, est un film de Abdelatif Kechiche qui a remporté la Palme d'Or du Festival de Cannes en 2013. Et une série d'autres récompenses que je vais pas forcément détailler. Donc voilà, c'est un film qui dure 3 heures. Il faut s'accrocher, hein. Les 3 heures de film, généralement j'ai un peu de mal avec les films très très longs. Celui-là je l'ai vu en 2 fois du coup, mais j'ai quand même adoré, j'ai quand même beaucoup aimé le film. Dans les rôles principaux on a Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos. Son nom j'arrive pas à elle, hein. Adèle Exarchopoulos, qui a remporté donc pour ce film le César du meilleur espoir féminin. Donc ce film, ressorti en 2013, a été inspiré d'une BD de Julie Marot qui s'appelle Le bleu est une couleur chaude, qui raconte en fait l'histoire de Clémentine, en tout cas dans la BD elle s'appelle Clémentine. Une jeune fille, une jeune lycéenne qui va faire la rencontre de Emma, je crois qu'elles ont le même nom dans le film et dans la BD, et donc du coup va naître entre elles un amour. Clémentine va découvrir donc son homosexualité. Et voilà, et ensuite on va suivre cette histoire d'amour. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous l'avez vu, attention, spoiler alert. Dans le film, Adèle, à la fin, les 2 femmes se séparent simplement. Mais dans la BD, à la fin, la jeune fille, donc la protagoniste Clémentine, meurt. Donc c'est sa mort qui met fin à leur relation. Alors pourquoi j'ai beaucoup aimé ce film? Alors pas forcément parce qu'il était bouleversant, mais surtout pour le réalisme. En fait, c'est ce que j'ai adoré dans ce film, c'était vraiment... justement, comme je vous disais au début, la naissance du sentiment amoureux est extrêmement bien travaillée. Alors c'est l'avantage, c'est sûr, en faisant des films de 3 heures, c'est sûr que du coup il y a le temps de pouvoir bien décortiquer tout ce qui s'y passe, et j'ai vraiment beaucoup aimé la réalisation dans ce sens-là. Tout le long du film en fait on va voir l'utilisation de très gros plans, de gros plans ou de très gros plans, ou voire plans rapprochés. C'est très très rare qu'on ait des plans larges ou des plans d'ensemble, c'est vraiment principalement que des plans rapprochés sur les personnages. Donc en revanche Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux, et notamment donc du coup sur le personnage d'Adèle en particulier. Et justement cette utilisation de gros plans permet, je trouve, vraiment de rentrer dans l'intimité du personnage, voire parfois dans sa tête. Et je trouvais ça extrêmement intéressant justement d'avoir une vision très rapprochée de son visage. On peut voir toutes ses expressions et on voit, elle a un jeu, Adèle Exarchopoulos a un jeu juste magnifique où elle est complètement dans la retenue tout au long du film. Elle a des réactions extrêmement justes, extrêmement naturelles, tellement en fait que, et je pense que c'est fait exprès dans ce film, et c'est pour ça que c'est un film qui dure 3 heures, c'est qu'on suit en fait sa vie quoi, c'est vraiment, on suit un quotidien, et des fois t'as des scènes, on comprend pas pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça va faire dans la narration, mais en fait c'est juste là pour installer ce personnage, donc notamment les scènes où elle est avec sa famille, les scènes où juste elle va regarder la télé, où elle va manger à midi, et toujours on a toujours voilà, une série de gros plans sur ce personnage, et on a vraiment l'impression de l'accompagner dans tout ce qu'elle fait, voire d'être elle, soit du réalisateur de nous faire complètement plonger dans son intimité, et notamment dans les scènes de sexe. Alors je sais qu'il y a eu une énorme polémique autour de ce film, notamment sur les scènes de sexe. Moi je pense que la polémique autour des scènes de sexe de ce film sont simplement là parce que aujourd'hui la société est dérangée par le sexe qui peut unir 2 femmes, c'est-à-dire qu'on a une représentation du sexe lesbien qui est extrêmement péjoratif, qui est extrêmement bestial. C'est sûr que quand on va dans les séries, notamment les séries espagnoles, où j'ai un petit peu un souci avec ça, c'est voilà, les scènes de sexe, surtout entre femmes, sont toujours extrêmement bestiales. Il y a voilà tout un énorme fantasme autour des scènes de sexe féminin. Et là justement dans ce film là je trouve que c'est bien représenté dans son réalisme, on y sent l'amour, on y sent la sensualité, on y sent aussi le plaisir, et c'est justement ça que je trouve oufissime, c'est justement d'avoir
aussi bien mis en avant le plaisir féminin, qui est quelque chose qu'on a tendance aussi un peu à omnubiler et à laisser de côté dans cette situation là. On a vraiment deux femmes qui prennent du plaisir ensemble, c'est extrêmement bien montré justement avec ces scènes en gros plan. On a un sexe qui est extrêmement réaliste, extrêmement respectueux, et même si y a des gens qui ont qualifié le film de pornographique, pour le coup je ne suis absolument pas d'accord, je ne vois pas ça comme quelque chose de pornographique, mais justement c'est à dire que dans un couple, dans une histoire d'amour, il va forcément y avoir du sexe parce que ça fait partie de la relation amoureuse. Il y a quand même une énorme place dans la naissance du sentiment amoureux, ce genre de scène d'intimité, et je trouve que c'est extrêmement bien représenté dans ce film de manière très réaliste, de manière très respectueuse, et ça met vraiment justement en avant de manière vraie en fait, véritable, l'amour que peut se porter deux femmes. Alors après il y a juste une chose que je pourrais reprocher à ce film, c'est que je trouve que même si les personnages sont très très bien travaillés et que justement voilà il y a tout ce processus de rentrer dans leur intimité, c'est qu'ils ont un côté un petit peu antipathique je trouve, à certains moments très froid. Alors je pense que c'est un choix du réalisateur parce que voilà la BD, ce n'est pas pour rien, s'appelle Le bleu est une couleur chaude, donc du coup on a ce paradoxe entre le bleu qu'on a associé au froid et donc du coup et là qui est du coup associé au chaud, donc je me demande s'il n'y a pas voilà aussi un petit jeu par rapport à ça, de vraiment du coup faire de ces personnages des personnages assez froids, mais c'est vrai que du coup on a un peu du mal à s'y attacher. Et combien même, en tout cas moi j'ai été vraiment bouleversée par le jeu d'Adèle Exarchopoulos, que je trouve vraiment d'un naturel, parfois même, en fait des fois on a même l'impression d'être au-delà du réalisme, d'être dans le naturalisme, d'être vraiment tellement... c'est comme si ouais, il n'y avait plus de quatrième mur, c'est que comme si on était là avec les acteurs et qu'on vivait leur vie. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être aimé pouvoir m'attacher un peu plus au personnage. Mais bon, la fin, attention spoiler alerte, la fin reste quand même extrêmement touchante et extrêmement bouleversante. Cette séparation, la souffrance et puis surtout voilà le fait que donc Adèle trompe Emma et qui du coup ça précipite leur séparation, le fait qu'elle se retrouve derrière et qu'il y ait donc encore ce désir physique, ce désir sexuel malgré la séparation. Tout ça c'est très bien amené, c'est très bien travaillé, et c'est vrai qu'à la fin on a juste envie qu'elles se remettent ensemble, et en fait la dernière scène on est presque déçu lorsque le générique arrive et qu'on n'a pas eu la chance de voir les deux femmes se remettre ensemble. Un petit point aussi à enlever au niveau de l'esthétique, j'ai pas forcément été très marquée par l'esthétique, et moi qui ai lu la BD, et je vous la conseille de la lire la BD, parce que c'est une très très belle BD, j'aurais aimé retrouver un peu aussi l'esthétique de la BD, que je trouve que là dans le film l'esthétique est plutôt simple en fait, il n'y a pas trop de travail des couleurs des images, de luminosité etc, alors que dans la BD il y a vraiment un travail esthétique qui est apporté notamment avec cette couleur bleue, et c'est vrai que j'ai pas retrouvé l'importance de cette couleur bleue là dans le film, et voilà c'est juste ça qui m'a un petit peu déçue par rapport à la BD. Alors maintenant dans la 5e place de notre classement, je place Gatsby le Magnifique ou The Great Gatsby, qui est un film de 2013. Alors oui, il y a eu plusieurs versions de ce film, mais pour le moment je vais me concentrer donc du coup sur le film de 2013 qui a été réalisé par Baz Luhrmann. Oula, j'ai du mal à dire son nom, qui est notamment le réalisateur de Moulin Rouge, Roméo plus Juliette, dont vous verrez qui a une certaine importance dans ce classement, vous verrez après. Donc du coup en 2013 Baz Luhrmann décide de adapter à sa sauce, avec ses libertés, le roman de F. Scott Fitzgerald. Lui pareil j'arrive pas à dire son nom, Fitzgerald, ouais je crois que ça se dit comme ça. Donc du coup The Great Gatsby, ou Gatsby le Magnifique en français, qui est publié en 1925. Les acteurs principaux de ce film sont DiCaprio bien sûr, vous verrez qu'il y aura une grande place aussi dans ce classement. Il est accompagné dans le film de Tobey Maguire qui va narrer l'histoire et raconter l'histoire justement de Gatsby tout au long du film, et la petite Daisy
et jouée dans le film par Carey Mulligan. Oui, vous avez vu mon accent anglais, vraiment juste génialissime. Donc ce film a remporté une tripotée de récompenses, notamment pour les meilleurs décors et les meilleurs costumes. Donc Oscar 2014, les meilleurs décors, meilleurs costumes. Il a fait l'ouverture du festival de Cannes en 2013, en sélection hors compétition. Et beaucoup d'autres récompenses dans d'autres catégories. Alors après je vais pas m'avancer dans les autres catégories de récompenses parce qu'il y en a vraiment énormément, mais notamment pour les costumes et les décors encore une fois. Et par contre il a remporté une tripotée de récompenses pour les ACTA Awards qui sont des récompenses spécialisées dans la création cinématographique en Australie, parce que c'est un film australo américain. Oui, j'ai oublié de dire que le scénario du film est de Craig Pearce, qui est notamment un scénariste qui est accompagne très souvent Baz Luhrmann. Pour ce qui est du film, s'il fait partie de la 5e place dans ce classement, c'est pour plusieurs choses. Alors tout d'abord, je trouve le travail esthétique du film, donc les décors, les costumes, etc. Et c'est pas pour rien qu'il a reçu des prix pour ça, juste génial en fait. On est dans un décor complètement féerique, on est dans un travail d'ambiance vraiment minutieux pour nous donner donc du coup cette atmosphère extrêmement féerique. On fait en fait un vrai voyage esthétique et sensoriel avec ce film. Donc voilà, on a aussi évidemment la musique qui a une place énormément importante dans ce film, qui accompagne aussi ce voyage là. On est toujours en fait omnubilé aussi par ce que ce soit les décors, les costumes. On a vraiment un travail extrêmement important et extrêmement détaillé, jusqu'à la fourchette, jusqu'à la chaussure. Un travail gigantesque en fait pour nous plonger justement dans les années 20, qui est, je trouve en tout cas, une période qui est extrêmement intéressante à travailler, parce que voilà, c'est une époque qui fait un petit peu rêver. Et donc du coup on a tout ce travail là, on a un travail énormément spectaculaire aussi, avec donc du coup certaines scènes de musique où tout explose. Voilà, les scènes de fête sont très impressionnantes. On a voilà, le travail de chorégraphie est génialissime. Donc en tout cas dans son ensemble esthétique, il y a un travail énorme qui est fait et hyper intéressant, qui est vraiment creusé à fond. Pour ce qui est de l'histoire d'amour, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, on a un duo à l'écran interprété par DiCaprio et Carey Mulligan qui est très complice. Ça marche énormément, je trouve que c'est très convaincant. Alors je sais que ce film n'a pas fait l'unanimité auprès de la critique. Certains ont trouvé le personnage de DiCaprio, donc Gatsby, très pas assez construit. Alors j'avoue que je suis un petit peu d'accord, c'est vrai qu'il manquait un approfondissement du personnage, mais je trouve que la performance de DiCaprio rattrape vraiment la chose, parce que justement, comme on dit parler, cette naissance de l'état amoureux, voilà, ou juste là dans cette situation là, juste l'état amoureux est vraiment bien travaillé par l'acteur, vraiment bien amené. C'est un personnage qui est extrêmement touchant, et justement trouver ce contraste entre voilà, c'est pas un gangster, mais voilà, l'homme riche, l'homme de pouvoir, et à côté justement l'homme très touchant qui est détruit par la souffrance amoureuse, par le chagrin d'amour. Je trouve que ça, pour le coup, c'est plutôt bien travaillé. Il y a des scènes comme la scène dans la chambre où elle balance les chemises. Cette scène-là, je la trouve incroyable parce qu'elle est bouleversante. T'as les frissons et t'as vraiment le cœur qui palpite pendant toute la scène. T'es comme ça, t'as le sourire jusqu'aux oreilles lorsque tu regardes cette scène, et en même temps elle est extrêmement bouleversante et elle est très dure. Et encore une fois, voilà, là DiCaprio livre une performance magnifique. Donc ce travail, voilà, du jeu des acteurs, de l'état amoureux. On a une Carey Mulligan qui est extrêmement convaincante aussi dans son jeu. Elle est toute, ce petit personnage toute frêle, en même temps cette femme forte, mais en même temps toute frêle, à qui on a juste envie on a envie de la prendre dans les bras, nos bras, lui faire des câlins, et tout ça qui bien sûr est transporté par voilà, cette musique et cette ambiance générale des années 20, très très bien construite et très très bien amenée. On a
cette troisième personne qui apparaît dans l'histoire, qui est donc du coup Tobey Maguire, qui va narrer l'histoire en même temps qu'on a les images qui défilent. Donc du coup cette intervention d'un personnage tierce dans l'histoire et dans extérieur à l'histoire d'amour, très intéressante et qui apporte de la poésie, apporte de l'action, apporte du jeu, apporte... En tout cas ça apporte une certaine beauté et il y a quelque chose de justement très authentique dans cette troisième voix qui intervient dans l'histoire. Gatsby, la note de 18,5 sur 20. Notamment pour son esthétique magnifique, son jeu des acteurs incroyable. Je regrette juste, voilà, comme je l'ai expliqué, comme certaines personnes ont pu l'expliquer aussi, voilà, peut-être ce manque un petit peu de travail des personnages. C'est vrai qu'on a envie d'en connaître un peu plus sur ce Gatsby. J'aurais aimé que les choses soient un tout petit peu plus approfondies. Sinon le film en général nous transporte dans son univers et fonctionne totalement, l'histoire d'amour fonctionne. Bien, alors maintenant pour avancer dans ce top, en position 4 du classement, j'ai sélectionné Un long dimanche de fiançailles, qui est un film réalisé par Jean-Pierre Jeunet, qui a notamment réalisé Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est un film de 2004 qui dure 2h13 et qui est en fait une adaptation d'un roman de Sébastien Japrisot qui se prénomme A Very Long Engagement. Le scénario est de Guillaume Laurent et de donc du coup Jean-Pierre Jeunet. C'est un film qui a remporté un tas de récompenses, notamment le César du meilleur espoir masculin pour Gaspard Ulliel qui joue dans le film et qui est le deuxième élément de notre histoire d'amour, ainsi que le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Marion Cotillard. Ensuite il y a également eu un César des meilleurs décors, un César de la meilleure photo et un César des meilleurs costumes. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas fait le synopsis de Gatsby le magnifique, mais bon c'est pas grave, hein, vous pouvez très facilement trouver l'histoire. Donc Un long dimanche de fiançailles raconte l'histoire, alors on retourne en 1919, peu après donc du coup la fin de la Première Guerre mondiale. On retrouve Mathilde, 19 ans, 2 ans plus tôt son fiancé et premier amour est parti sur le front. Elle a reçu un avis donc du coup à la fin de la guerre comme quoi il avait été tué durant la guerre et notamment condamné à mort pour mutilation. Mais Mathilde reste persuadée que son fiancé est toujours en vie et elle va donc se lancer dans une quête pour essayer de retrouver l'homme qu'elle aime. Donc on retrouve tout le long en fait du film, on va retourner dans les souvenirs justement de Mathilde avec cet homme qui s'appelle Manek. Et on va suivre donc du coup cette grande aventure. Je ne vous dis pas la fin parce que je pense que beaucoup de gens n'ont pas forcément vu ce film et il faut vraiment avoir la curiosité d'aller le voir. Donc du coup je ne veux pas vous révéler évidemment l'aboutissement ou la fin de cette histoire, savoir si Mathilde retrouve son chéri ou pas. On est peu après la guerre, dans un moment où du coup la France va très très mal, la France est traumatisée par la Première Guerre mondiale et Mathilde est bien sûr traumatisée par l'annonce de la mort de l'homme qu'elle aime, bien qu'elle reste persuadée et elle se fie uniquement en fait à son intuition personnelle qui la rattache donc du coup à Manek et elle va donc du coup se lancer dans cette quête désespérée. Alors si j'ai mis ce film en 4ème position de mon classement, c'est notamment parce que c'est un film qui m'a énormément marqué lorsque j'étais plus jeune. Donc voilà, comme je vous ai dit, Jean-Pierre Jeunet, c'est un réalisateur donc, du coup, qui a réalisé Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui est un film tout bonnement incroyable, et Un long dimanche de fiançailles est dans la même lignée, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent, ce sont deux films qui se ressemblent énormément. Si vous connaissez un petit peu Jean-Pierre Jeunet, c'est un réalisateur qui a une esthétique assez particulière avec des images très jaunies et pour Un long dimanche de fiançailles ça marche justement énormément parce que il arrive vraiment à nous plonger justement dans cette ambiance de pré-guerre et donc ensuite de post-guerre, guerre mondiale. Donc il arrive vraiment à nous plonger justement dans ce traumatisme de la guerre. Il y a beaucoup d'images très très marquantes. C'est très bien réalisé justement pour nous plonger complètement dans un univers
totalement différent. Je me souviens en fait quand j'étais plus jeune d'avoir été complètement captée en fait par ce film, et c'est ce que je trouve très fort, c'est qu'il nous prend en otage du début à la fin dans cette histoire. Alors en me renseignant un petit peu sur les critiques qui avaient été faites, en effet il a été critiqué sur voilà, un scénario peut-être un peu facile, un peu léger et peut-être même un peu cucu. C'est vrai que voilà la fille qui tient son... voilà, qui a encore cet instinct et qui se tient à son instinct pour retrouver l'homme qu'elle aime. Alors certes, ça peut l'être, y a une part de vérité dedans, mais je trouve que la manière dont c'est réalisé, dont c'est amené par le réalisateur, au final c'est crédible, ça marche, et c'est justement ça qui est magnifique, c'est justement cette intuition, cette force qui... c'est cette puissance qui anime donc Mathilde de retrouver cet homme-là, l'amour qu'elle a ressenti sur lui et qui est justement extrêmement palpable quand voilà, on retourne dans ses souvenirs. Et justement en termes de construction du sentiment amoureux, je trouve que les souvenirs, justement avec cette esthétique un petit peu sombre, un petit peu jaunie, on a vraiment l'impression de retourner dans de vrais souvenirs. Il y a un travail des couleurs, de l'image et de la luminosité qui est très important. Cette esthétique participe vraiment à la poésie de ce film, et justement on a l'impression que l'image est jaunie comme un vieux livre en fait qui serait jauni et dans lequel on est complètement plongé, et c'est comme si en fait on rentrait dans ce livre là et qu'on était captivé du début à la fin par cette histoire. Les acteurs sont très bons, Audrey Tautou est extrêmement... oui, parce que je n'ai pas dit qui étaient les acteurs. Donc le film est avec Audrey Tautou et Gaspard Ulliel qui jouent donc du coup nos amoureux. Et Audrey Tautou est donc extrêmement touchante dans ce film-là, comme cette jeune fille voilà, que tout le monde... personne ne veut croire, voilà, c'est cette jeune fille qui est un peu laissée de côté, qui est un peu... ouais, que tout le monde méprise un petit peu, parce que voilà, c'est une jeune fille de 19 ans, une amoureuse, elle veut pas accepter que son fiancé soit vraiment mort. Et ce qui est vraiment intéressant, je trouve, dans ce film, c'est que même nous n'avons pas la solution. Nous ne savons pas vraiment si Mathilde a raison et si son fiancé est réellement en vie, ou si, en fait, non, il est vraiment mort et c'est juste elle qui est dans le déni. Et je trouve que c'est ce qui est extrêmement bien travaillé dans ce film, c'est ce côté, ouais, vivre la chose avec elle et exploiter justement ce sujet qui est un petit peu sensible, ce sujet qui est délicat et ce sujet qui a été réel. C'est voilà toutes les femmes qui ont reçu des lettres des hommes qu'elles aimaient qui sont morts pendant la guerre et qui étaient peut-être soit dans le déni en fait d'accepter et de se dire non, ce n'est pas possible, il n'a pas pu mourir au front, et qui n'ont rien auquel elles peuvent se rattacher, c'est-à-dire même pas un corps en fait, même pas une tombe pour aller se recueillir ou quoi, il y a rien en fait. Et c'est ça qui est très intéressant et qui est très très bien travaillé, c'est justement voilà la part de déni et la part de vérité. Est-ce que vraiment son instinct lui dit mais non, mais il n'est pas mort, ou est-ce que c'est juste elle qui ne veut pas l'accepter. Je trouve que tous nos sens sont un petit peu sont en émoi dans ce film. C'est un film plutôt complet, je trouve, et ouais, et vraiment bouleversant, vraiment touchant. C'est comme en fait, ouais, si on retenait notre souffle du début à la fin, et c'est ce que je trouve vraiment beau justement dans ce film-là et dans l'esthétique de Jeunet, c'est vraiment ce voyage poétique, ce voyage musical. Alors, position 3 de ce classement. Alors, j'ai énormément hésité entre la position 3 et la position 2, je vous avoue. Ça a été extrêmement dur de faire un choix, mais j'ai préféré faire comme ça. En position 3, j'ai mis Moulin Rouge, évidemment. Je pense que vous vous attendiez forcément à ce que ce film soit dans la liste. Donc Moulin Rouge est un film de 2001, réalisé par Baz Luhrmann, qui est donc ce fameux réalisateur qui a également réalisé Gatsby le Magnifique. Il a fait le scénario avec Craig
Pierce, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ils ont l'habitude de travailler ensemble. Les musiques sont de Craig Armstrong, comme je vous ai dit pareil, celui qui a travaillé sur les musiques de Gatsby le Magnifique. Donc du coup, ce film-là, même si le réalisateur ne l'a jamais avoué et ne l'a jamais dit clairement, serait inspiré du livre La Dame aux Camélias de Dumas Film. Ce film a remporté plusieurs Oscars en 2002, notamment pour la meilleure direction artistique, la meilleure création de costumes, et ainsi que des Golden Globes 2002 également, meilleur film musical, meilleure actrice dans un film musical pour Nicole Kidman et meilleure musique de film pour Craig Armstrong. L'histoire de Moulin Rouge, même si beaucoup de vous doivent déjà la connaître, c'est l'histoire de Christian, qui se place au 19e siècle, qui débarque du côté de Montmartre à Paris, et notamment dans le quartier de Pigalle, qui rêve d'écrire une grande pièce de théâtre inspirée justement par cette vie parisienne et notamment cette vie culturelle. Il débarque justement dans ce quartier dans lequel se mêlent sexe, drogue et French cancan, et c'est là qu'il fait la rencontre de l'écrivain Toulouse-Lautrec, qui va donc lui offrir cette chance d'écrire une grande pièce et qui va être extrêmement touché par le talent de ce jeune écrivain. Et c'est ainsi qu'il va se retrouver, il va faire la rencontre de Satine, qui est donc du coup une prostituée, une stripteaseuse qui travaille au Moulin Rouge, qui va en fait le confondre, je vais y arriver, avec un duc qui aurait été présenté par son patron. Et lorsque le duc va se rendre compte de la supercherie et de l'erreur, ceux-ci vont faire croire qu'ils sont en train de répéter une pièce de théâtre, alors que bon, ils étaient dans la chambre de Satine en train de faire des choses pas super catholiques. Et c'est ainsi qu'ils vont se lancer dans l'aventure de créer une pièce donc pour ce fameux duc. Bon, je ne vous raconte pas la suite, vous irez la voir, mais au cours de la préparation de cette pièce, Satine va tomber très gravement malade, et ensuite vous verrez en regardant le film, si vous ne l'avez pas vu, pourquoi ce film finit dramatiquement. Alors concernant le film, je trouve ce film bouleversant de manière émotionnelle autant que esthétiquement. C'est un énorme travail réalisé par Baz Luhrmann, qui est donc voilà, ce réalisateur, comme j'expliquais pour Gatsby, qui a un énorme point d'honneur justement sur les images, les costumes et les décors. Et surtout là dans ce film-là, surtout la musique, puisque c'est un film donc musical, c'est une comédie musicale si on peut dire ça comme ça. Et il va placer donc son histoire dans un univers complètement psychédélique. Puisque voilà, comme j'expliquais, le jeune Christian va vite se rendre compte que Pigalle n'est pas le Paris qu'il avait imaginé, mais est un univers complètement déjanté, dans lequel se mêlent justement le sexe, la drogue et puis tout le business des grands cabarets de striptease. Et Baz Luhrmann arrive parfaitement justement à nous faire rentrer complètement dans cet univers un petit peu toxique, mais aussi très spectaculaire, cette vie de bohème, cette vie d'artiste, et puis cette vie dans le spectacle, dans les grands décors gigantesques, cette vie de fantasme aussi, avec voilà les femmes, notamment par la figure de Satine, la femme sensuelle au possible, dont tous les hommes sont red dingues amoureux, qui représente donc du coup la femme du cabaret, représenter le fantasme de l'homme blanc du 19e siècle. Et je trouve que justement il y a eu vraiment un travail esthétique qui nous plonge justement dans un environnement en même temps spectaculaire et qu'on envie en fait, hein. On envie cette vie de fête, cette vie de cabaret, d'explosion de couleurs, de fantasmes, de rêves en fait, parce qu'en fait tout le long du film on a juste l'impression d'être dans un énorme rêve. Il y a des choses qui n'ont aucun sens, il y a des enchaînements, un rythme, etc. Parfois qui n'ont aucun sens, on comprend pas ce qui nous arrive, il y a une explosion d'images, une explosion du décor, des costumes sur l'écran
sur lequel parfois on n'arrive pas à mettre de sens, on a l'impression d'être dans une géante illusion en fait, dans un géant rêve ou dans un géant cauchemar, et en même temps il y a ce côté voilà très noir aussi de ce lieu là. Et qui est extrêmement palpable quand on se rend à Pigalle pendant la nuit. Un lieu extrêmement non catholique, et en même temps Baz Luhrmann met une énorme place justement à la religion dans ce film, donc c'est là aussi qu'il y a un certain contraste, donc il y a voilà, des contrastes et des paradoxes à plusieurs niveaux qui sont très très bien amenés et très très bien décrits par le réalisateur. Ces personnages complètement déjantés qui grossissent complètement leurs traits et qui parfois voilà, il y a aussi un petit esprit à la commedia dell'arte avec des personnages qui sont beaucoup dans l'exagération, notamment dans le jeu d'acteur, dans les maquillages, les costumes, voilà, il y a l'extravagance. Donc on a vraiment l'impression aussi d'être qu'il y a voilà, une grosse part aussi de commedia dell'arte pour justement illustrer le côté extrêmement théâtral du cabaret, notamment avec ces grandes pièces de théâtre qui vont se mettre à répéter ensemble. Et donc du coup voilà, il y a l'impression de vouloir les rejoindre ou même carrément d'être avec eux et de participer à cette grande aventure ensemble, et c'est ce qui est vraiment très très fort avec ce film. Il y a quelque chose qui est beaucoup à la Hamlet aussi, justement avec cette idée, voilà, la pièce de théâtre, et donc du coup le duc qui va vite se rendre compte que cette pièce de théâtre n'est qu'une métaphore du triangle amoureux qu'il vit avec Satine et Christian, qui a un montage et des plans, enfin voilà, genre des mouvements de caméra hyper rapides tout le temps, voilà, qui nous mettent complètement dedans et qui participent à un rythme hyper soutenu. Puis voilà, dans cet univers psychédélique et un petit peu et complètement théâtral, il y a aussi, et très exagéré, il y a aussi la part de réalisme et la part de poésie un petit peu plus légère qui passe au travers justement de l'amour que se portent Christian et Satine, et cet amour un peu impossible dans lequel l'un et l'autre souhaitent protéger l'autre. Le duo est magnifique à l'écran, hein. Ewan McGregor. Ah, qu'est-ce que j'aime ce mec. Alors c'est comme DiCaprio, alors lui je le trouve mais séduisant, et surtout ce que j'adore dans ce film, c'est comme il est touchant. Ce petit écrivain qui écrit des poèmes et qui a peu de confiance en lui, peu d'estime de lui, mais qui en même temps a un talent juste incroyable en fait. Et ouais, j'aime énormément ce personnage, et c'est vraiment ce que... Voilà, un pari réussi aussi au niveau donc du coup de l'amour et de la naissance du sentiment amoureux entre ces deux personnages, dans quelque chose, une osmose entre les deux très poétique. Alors, dans la seconde place de ce classement, on y arrive, j'ai placé, évidemment vous saviez que ce film allait être dans le classement, et je pense que vous allez me tuer pour la non-originalité. Titanic, évidemment. Et je sais que ça fait extrêmement cliché, mais pour moi je reste persuadée que ce film est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de notre temps. En tout cas fait partie des films chefs-d'œuvre de notre temps. Donc Titanic, réalisé par James Cameron, qui a également fait le scénario lui-même, est sorti en 1997 avec au casting Leonardo DiCaprio et Kate Winslet qui jouent tous les deux les rôles de nos amoureux. Donc du coup c'est bien sûr un film qui est basé sur le très célèbre naufrage du Titanic, du bateau le Titanic en 1912. Ce film a remporté énormément de récompenses évidemment. En 1998, Titanic remporte les Oscars du meilleur film, meilleure réalisation, meilleur décor, meilleure photo, meilleure création costume, meilleur montage, meilleure musique signée par James Horner, meilleure chanson originale, meilleur mixage son, meilleur montage son et meilleurs effets visuels. Il a également gagné les Golden Globes 1998 du meilleur film, meilleure réalisation, meilleure musique, meilleure chanson originale by Céline Dion. Titanic, c'est donc l'histoire de Jack, un jeune homme de classe plutôt basse qui va remporter lors d'un jeu de poker 2 places pour pouvoir monter en 3e classe sur le grand Titanic, le paquebot qui s'apprête à traverser l'Atlantique pour rejoindre New York, et c'est sur le bateau qu'il va faire
Oula, la rencontre de Rose, donc Rose qui est en fait une jeune femme très riche, issue de la haute société et qui est promise par ses parents à un homme qu'elle n'aime pas. Rose va donc faire la rencontre de Jack et de plus en plus oppressée par cette haute société qui la contraint aussi énormément. Elle va commencer à tomber amoureuse donc de Jack qui va lui faire lui montrer ce que c'est la joie de vivre et que la joie de vivre et le bonheur c'est tout simplement libre et de pouvoir faire tout ce qu'on veut. Et c'est donc du coup lors de cette traversée que les deux jeunes gens vont tomber amoureux éperdument l'un de l'autre jusqu'à ce qu'arrive donc le fameux naufrage du Titanic. Donc c'est un film qui est donc du coup centré sur cette histoire d'amour, notamment par les souvenirs de Rose en fait, qui des années après va témoigner, donc est du coup l'une des seules, des rares survivantes de ce naufrage, et donc du coup va témoigner et va raconter ses souvenirs à bord de ce bateau en parlant justement de sa relation avec le fameux Jacques. Donc du coup c'est un film qui est autant historique parce que c'est une reconstitution totale justement de ce naufrage. Faut savoir que James Cameron pour ce film a travaillé avec 2 historiens pour la reconstruction des faits. L'équipe du film a fait plusieurs expéditions sur l'épave directement pour pouvoir vraiment s'imprégner de toute l'historicité de l'histoire. Et pour le film, il y a eu également une construction presque grandeur nature du paquebot qui a été réalisée, donc c'est un travail énorme. Le travail autour du film, et il se voit dans le film, est minutieux, détaillé, historiquement il n'y a aucune faille. Le moindre détail va être pris en compte dans le film pour pouvoir justement y apporter une certaine crédibilité. Et c'est vrai que ce côté très historique avec des faits qui sont véritables et vérifiables nous permet aussi d'y croire, et on a presque la sensation à la fin du film, si on ne le sait pas que c'est une fiction, que tout ça est vrai et que cette Rose, cette vieille dame qui témoigne de cette expérience a vraiment existé et raconte une vraie histoire. Bien sûr dans le temps ça ne marcherait pas, hein, mais à moins que cette femme vive très 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 longtemps, puisque le film a été réalisé en 97 et que le paquebot s'est accoulé en 1912. L'une des premières choses qui est importante de souligner, c'est ce travail esthétique qui est énorme. Voilà, le travail des costumes, le travail des décors. Il y a aussi des énormes plans qui vont graviter autour du Titanic, qui sont extrêmement réalistes, surtout pour 1997. On n'avait pas autant d'effets spéciaux numériques qu'aujourd'hui. Donc voilà, il y a un énorme travail pour pouvoir sortir quelque chose de crédible de cette histoire qui est juste oufissime et qui nous permet encore plus d'y croire. Et donc du coup c'est dans cet énorme cet univers, on a l'impression en fait vraiment que le film a vraiment été tourné dans les années 10, que va donc évoluer l'histoire de Rose et Jack, qui est d'autant plus crédible puisque encore une fois, comme je vous ai dit, je trouve que DiCaprio est l'un des acteurs qui est le meilleur en termes de jouer l'amour et le sentiment amoureux au cinéma. Et c'est vrai qu'on y croit, il y a toute une évolution de son intérêt pour Rose, au début la rencontre, une certaine amitié qui se lie, et puis le désir sexuel avec la mythique scène du dessin. Et c'est vrai que même si ça paraît extrêmement cucu, extrêmement cliché, qui en fait quand on s'y concentre, une scène très touchante et une scène sexuelle au possible, mais qui aussi démontre le désir sexuel entre ces deux personnes, qui est peut-être d'ailleurs la base de leur relation, puisqu'au final ils tombent amoureux dans un temps relativement restreint, mais ce qui nous permet de croire à cette relation, c'est aussi justement ce désir sexuel naissant, et notamment qui passe par les regards que les deux acteurs se lancent et qui sont extrêmement
significatif, je vais y arriver. Et puis bien sûr voilà, ce qui est fait la pierre angulaire de ce film, c'est la mythique scène voilà, du naufrage du bateau. Donc du coup c'est voilà, ces dernières je crois 30 minutes de film ou peut-être un peu plus qui vont voilà, raconter et montrer en fait le naufrage du Titanic, qui est une scène extrêmement bouleversante et peut-être la scène la plus bouleversante du film, pas forcément dans le rapport amoureux, mais justement de voir ce travail, de voir ces gens mourir en fait tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a une reconstitution qui a l'air extrêmement réaliste, comme si le réalisateur avait été là et avait tout vu et avait pris son carnet, avait tout noté et restitué voilà tel que c'est toute la procédure, tout ce qui s'est passé cette nuit de naufrage. Voilà, donc il y a énormément de réalisme, il y a aussi des plans magnifiques, un travail des effets spéciaux juste incroyable. Encore une fois, voilà, pour 97, c'est extrêmement fort. Il y a énormément de mouvements de caméra qui vient nous faire des orgasmes aux yeux. C'est vrai que du coup, James Cameron nous donne vraiment à voir dans cette scène-là. Il est pas du tout égoïste, il est vraiment généreux sur les images, il est vraiment généreux sur ce qu'il veut nous montrer et sur ce qu'il y a à voir surtout. Évidemment voilà, c'est une scène extrêmement bouleversante. Qui n'a pas pleuré devant cette scène-là, qui est voilà, accompagnée évidemment d'une musique d'ambiance toujours aussi palpitante. Donc c'est vrai que James Cameron pour moi a réalisé un énorme défi avec ce film, qui est le défi de reconstituer historiquement le naufrage le plus célèbre de tous les temps, le naufrage du Titanic, et en même temps de nous servir une histoire d'amour dramatique au final, parce que bon là, attention spoiler alert pour ceux qui l'auraient pas vu, mais on sait tous qu'à la fin Jack ne va pas s'en sortir parce qu'il n'y avait pas assez de place sur la planche. On en reparlera aussi parce que ça je trouve que c'est une toute petite faille de scénario quand même. Mais enfin bref, voilà, il a réussi le pari de vraiment nous embarquer dans une histoire d'amour et en même temps de nous embarquer dans cette aventure du Titanic. Il y a vraiment un vent de voyage dans tout le film, un vent de liberté de ces gens qui vont à New York. Donc c'est vrai que voilà, il y a sur plusieurs plans, il y a voilà vraiment un voyage sensoriel qui se met en place, et c'est un défi réussi pour James Cameron de cette reconstitution historique et amoureuse. Le scénario a une toute petite faille sur la fin. Peut-être que c'est les décors aussi qui n'allaient pas, il aurait fallu faire peut-être une planche un tout petit peu plus petite, parce que c'est vrai que c'est tous dit en regardant cette scène, même que ce soit la première fois qu'on regarde la scène, mais il y avait de la place sur la putain de planche, pourquoi il n'est pas monté sur la planche? Il y avait la place pour deux, et elle se serait un tout petit peu décalée, il serait monté et il serait encore en vie. Donc c'est vrai que voilà, on s'est tous dit à ce moment là, mais putain de merde, pourquoi il n'est pas monté sur la planche? Et enfin on arrive au top 1, donc à la première place de ce classement. Avant tout, je veux vous dire que je pense que c'est l'un des films qui m'a le plus bouleversée, transportée, envoyé dans un autre univers, mais voilà, le plus complet en termes d'émotion, d'esthétique, de jeu d'acteur. Et si c'est l'un des meilleurs films de cette catégorie, c'est aussi parce que je pense que c'est l'un de mes films préférés. Je parle donc de Roméo plus Juliette par Baz Luhrmann, donc encore une fois le fameux réalisateur du Moulin Rouge et de Gatsby le Magnifique. Roméo plus Juliette qui a été réalisé en 1996 au scénario Greg Pierce, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui accompagne souvent Baz Luhrmann dans ses projets. Au casting on a encore une fois DiCaprio, qui est accompagné de Claire Danes qui va faire sa Juliette dans le film. C'est bien sûr, on sait, une adaptation de la pièce de théâtre Les Fourberies de Scapin de Molière, bien évidemment, voilà. Non je déconne, c'est pas vrai. Non, donc du coup c'est une adaptation de Roméo et Juliette de Shakespeare, je vais même pas le dire dans le titre. Voilà, donc ce film fait partie de la trilogie du Rideau Rouge de Baz Luhrmann, qui accompagne donc Ballroom et Moulin Rouge, qui sont deux films même trois films du coup que je vous recommande à 1000%. Donc dans ce film là,
et c'est pourquoi je pense que ce film est un film de génie. Baz Luhrmann en fait transporte le Vérone de Shakespeare en Californie, à Los Angeles. C'est donc un quartier californien qui a sombré en fait dans la drogue et donc du coup la délinquance en général. Donc du coup ce nouveau quartier s'appelle Verona Beach et surtout il le transpose donc au XXe siècle et donc plus spécialement dans les années 80, et encore plus marquant c'est qu'il en garde les textes de Shakespeare. Et c'est ça qui en fait en fait ce film un chef-d'œuvre, c'est d'avoir gardé justement les dialogues, les vrais dialogues de Shakespeare et de l'avoir placé aujourd'hui, donc enfin au XXe siècle à Los Angeles. Et voilà, donc c'est un travail magnifique. Étonnamment, ce film n'a pas eu énormément de récompenses, même quasiment pas du tout. Il a seulement été nommé dans certaines catégories, aux Oscars et aux Golden Globes, mais il n'a même pas remporté de récompense. Alors bien sûr, Baz Luhrmann réussit à 1000% son pari, et qui n'était pas des moins difficiles, puisque retranscrire Roméo et Juliette, la pièce d'amour la plus connue de tous les temps, qui a été représentée des milliers et des milliers de fois aujourd'hui à Los Angeles, en gardant les textes de Shakespeare du XVIe siècle, puisque la pièce a été écrite par Shakespeare en 1597, si je ne dis pas de conneries. Donc voilà, c'est vraiment il y a un décalage entre deux époques énormes, et Baz Luhrmann réussit à 1000% son pari, et c'est en ça qu'il en fait un film de génie. C'est que voilà, il nous retranscrit en fait déjà extrêmement bien, il installe son décor de manière extrêmement fine, extrêmement minutieuse. Autant que pour Moulin Rouge, on est dans une explosion de couleurs, et en fait on n'a pas besoin qu'on nous le dise, on reconnaît tout de suite, voilà, le quartier de Los Angeles un petit peu délinquant, même si c'est je crois que c'est un quartier qui a été inventé, Verona Beach. Je voudrais pas dire de bêtises, j'irai vérifier quand même. Donc du coup il arrive vraiment à nous retranscrire cette atmosphère et cette ambiance de quartier délinquant, justement avec ces deux familles qui font beaucoup penser du coup à deux familles mafieuses, puisqu'on est à Los Angeles, on est en Amérique, il y a énormément d'histoires de mafia aussi, et donc du coup il arrive à nous retranscrire cette énergie et cette atmosphère de Los Angeles toxique, de Los Angeles dans la drogue, dans les armes, dans la violence en général, dans la délinquance. Il donne une esthétique colorée, un peu extravagante, un peu psychédélique aussi, comme Moulin Rouge, voilà, qui est un peu sa signature, voilà, avec des images extrêmement saturées, extrêmement contrastées pour bien faire ressortir les couleurs, des décors voilà, qui n'ont parfois pas beaucoup de sens, et une esthétique aussi très riche, c'est-à-dire que voilà, on est sur deux familles qui sont quand même relativement riches. Ce palais en fait aussi, le palais donc du coup de la famille de Juliette, c'est les Capulet. Donc du coup ce grand palais qui en même temps nous ramène à l'époque de Shakespeare. On a l'impression de voilà, d'être vraiment dans un palais du XVIe siècle. Alors le soleil se couche parce que j'ai dû faire une petite pause, et j'espère que je ne suis pas trop dans le noir. Donc on parlait de Roméo plus Juliette. Alors au-delà donc du coup de voilà ce défi plutôt esthétique, je trouve qu'en plus de ça, il y a vraiment le défi de représenter l'histoire d'amour la plus célèbre de tous les temps, qui est également réussie, puisque il y a justement voilà, le travail du sentiment amoureux entre les deux, il y a quelque chose de très sensuel entre les deux, il y a quelque chose de très poétique aussi, d'énormément poétique, et voilà. Et donc du coup on retrouve aussi toute la poésie shakespearienne, que ça soit dans la langue, mais aussi la naissance du sentiment amoureux. Et en fait voilà, il y a tout un univers, tout un décor, et puis toute une complicité entre DiCaprio et Claire Danes. D'ailleurs, fun fact, qui se détestaient lors du tournage dans la vraie vie, mais qui pour le coup ont vraiment réussi leur pari de justement mettre de côté leurs différends dans la vie réelle, pour justement voilà, sur le plateau nous donner quelque chose de crédible.
toute la naissance d'un sentiment amoureux et notamment par le personnage de DiCaprio qui arrive, qui nous donne, voilà, qui nous lance des regards, qui nous lance, voilà, il utilise tout son corps, il utilise son visage, mais il utilise son regard, mais il utilise aussi son corps, il utilise, voilà, des petits gestes, et puis voilà, il y a un sentiment, on a vraiment l'impression d'avoir un vrai couple qui s'aime, d'un amour qui est intouchable en fait, que même nous on n'arriverait même pas à toucher, c'est-à-dire un amour qui viendrait d'une autre planète, qui serait un amour qu'on idéalise un peu tous. Vraiment voilà, il y a toute une part de féerie et de poésie, de romance qui est extrêmement bien réalisée au travers du coup des deux interprétations, autant de DiCaprio que de Claire Danes. Voilà, on connaît tous la fin de Roméo et Juliette, et ben c'est encore une fois le pari d'avoir réussi à réaliser cette scène d'une manière aussi bouleversante, dans un décor pareil, encore une fois très extravagant, avec voilà cet énorme lit et cette allée de croix là, enfin c'est très extravagant. On a l'impression de complètement revisiter la pièce, c'est-à-dire que voilà, on l'a tous connue, on l'avait déjà tous vu, que ce soit au collège, au lycée, on l'a peut-être même déjà tous lu. Et c'est vrai que du coup dans ce film on a l'impression de la découvrir comme au XVIe siècle lorsque Shakespeare l'a joué pour la première fois et que les gens de l'époque l'ont découverte. Bah là c'est un peu pareil, on a l'impression de complètement découvrir cette pièce là qu'on ne connaissait pas avant et d'en ressentir voilà toutes les émotions, d'en ressentir tout le côté tragique, hein, puisque voilà c'est la tragédie shakespearienne. C'est sûr qu'il y a du sang, des morts, et il y a une énorme noirceur, il y a un côté dramatique, une suspension dramatique pendant tout le long du film qui nous tient en otage, ou du coup tout le long de la pièce qui nous tient en otage, et qui est je trouve très très bien reproduite dans ce film là. Voilà, donc du coup pourquoi c'était un petit peu long, désolé hein, mais voilà pourquoi, et j'avais vraiment envie de développer aussi pourquoi ce film je pense est du génie et pourquoi surtout il est en première position de mon top 6. Et bien voilà les amis, on arrive donc du coup à la fin de cette vidéo. Il commence à faire nuit, donc je pense que je vais m'arrêter ici. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous avez été d'accord relativement avec tout ce que j'ai dit, si vous trouvez que mon classement est plutôt pas mal, s'il est plutôt crédible, ou si vraiment vous trouvez que c'est vraiment de la grosse merde, que vous êtes absolument pas d'accord, que vous détestez les films de Baz Luhrmann ou encore Titanic, y a pas de souci, vous pouvez me le dire, je l'accepte et je serai ravie de débattre avec vous. Du coup je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore tout à fait ce que ce sera. J'aimerais bien faire une vidéo sur le théâtre, mais voilà, je ferai en fonction de mes envies et des films que j'ai vus dernièrement. Je vous dis à la prochaine et allez voir des films.